Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du cas Éric Zemmour. Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast où on vient déconstruire les sujets de société et souvent l'idéologie dominante, non pas dans le but de crier au complot, mais pour éveiller les futurs leaders conscients, disruptifs et impactants qui vont déconstruire le monde d'aujourd'hui et construire le monde de demain. Pourquoi ai-je envie de parler de Zemmour ? Tout le monde le sait, c'est un personnage public très controversé, mais surtout très médiatisé, et je pense qu'il est temps de décortiquer à travers certains faits récents d'actualité comment est structuré le système ou la matrice qui est en train de progresser vers sa forme un peu plus aboutie, et comme le dirait Snowden, vers l'architecture de l'oppression. Et donc, j'utilise l'actualité pour essayer de vous décrire tout ça. Et là, récemment, j'ai vu passer une vidéo d'Absatoussi, donc qui pour rappel est une entrepreneuse, chroniqueuse télé, et qui s'était faite insulter par Éric Zemmour sur un plateau télé, je pense que c'était il y a 1 an et demi ou 2 ans. Et apparemment, l'échange avait été assez violent pour qu'il soit censuré et coupé au montage avant la diffusion sur la télévision publique. Et donc, elle s'indigne de la différence de traitement médiatique concernant la récente agression de Zemmour par un jeune de banlieue qui l'a apparemment poursuivi, insulté et craché dessus, comparé à elle ce qu'elle reçoit entre autres depuis 1 an et demi. Et notamment, elle dit qu'elle reçoit des excréments et de nombreux colis et de courriers remplis de haine et qui la renvoie sans cesse finalement à cette altercation où elle a été victime et elle semble subir une sorte d'harcèlement. Et personne n'en parle. Et donc, ce qui a été assez juste, je trouve, dans ses propos, c'est qu'elle fait remarquer qu'on ne peut pas appeler constamment à la haine et ne pas imaginer que cette haine se manifeste sur le terrain. Et donc, ce que Zemmour a vécu est peut-être le juste retour de bâton de cet appel constant à la haine. Et alors que dans le cas de Zemmour, il n'y a aucune violence physique et qu'il n'a a priori pas déposé plainte non plus, l'affaire a été traitée en priorité par tout l'appareil judiciaire, médiatique et politique. Et on peut remarquer donc que l'agresseur a été interpellé assez rapidement et qu'une date de procès est déjà fixée. Et Zemmour a personnellement reçu un appel téléphonique de soutien de 45 minutes de Macron himself. Donc, alors qu'on est en pleine crise sanitaire, politique, économique et sociale, on se demande s'il n'a que ça à faire. Et donc, il est temps de parler de ce fameux Éric Zemmour. Et pourquoi il a un tel traitement médiatique et politique ? Car oui, il n'est absolument pas traité comme les autres. Et en fait, médiatiquement, Zemmour est le seul à pouvoir tenir les propos qu'il tient tout en étant maintenu sur tous les plateaux télé. Et politiquement, il est le seul à recevoir un appel de Macron lui-même lorsqu'il se fait agresser dans la rue, alors même qu'il n'y a aucune violence physique, juste une insulte. Et un crachat peut-être. Donc déjà, revenons à qu'est-ce qu'il tient comme propos de si extraordinaire ce monsieur Zemmour. En fait, n'importe quelle personne qui suit l'information alternative sait que depuis 15 ans, il tient des propos quasi identiques à 80% à ceux de certains qu'on va appeler sur le web français certaines personnes de la dissidence, donc Soral, Dieudonné, Jean-Marie Le Pen. Et en fait, des propos qu'on pourrait assimiler en vérité à des propos nationalistes. Et donc, ce qui était un peu dissident il y a 15 ans, aujourd'hui c'est assez courant, et aujourd'hui il tient les mêmes propos que beaucoup de personnes, et qui pourtant n'ont pas accès au même plateau télé que lui. Et lui a le droit à tous les dérapages, alors que les autres sont diabolisés comme les pires sanguinaires que la France n'ait jamais connus. Et je parle bien sûr de Alain Soral ou de Dieudonné par exemple, ou de même Jean-Marie Le Pen. Donc que ce soit les propos de Zemmour sur les femmes à travers son livre Le Premier Sexe, qui reprend à 80% l'analyse de Soral et de son livre Vers la féminisation, que ce soit sur le politique économique où il tient une position justement nationaliste, comme Alain Soral ou Dieudonné ou Jean-Marie Le Pen, pourquoi lui
ne fait-il pas l'objet de cette censure, de cette diabolisation? Ça, c'est la vraie question. Pourquoi lui est maintenu et pas les autres? Donc, la première chose qui peut nous traverser, c'est évidemment l'antisémitisme supposé des autres acteurs que j'ai cités tout à l'heure. Alors que Zemmour, lui, a bien tenu des propos d'incitation à la haine raciale et il a bien été condamné. Et donc, c'est extrêmement étrange, et même, je dirais même que c'est extrêmement antisémite de faire de l'antisémitisme, finalement, une exception, et donc de traiter les Juifs comme une race à part, alors que c'est peut-être un racisme comme les autres. Donc pourquoi Zemmour ne reçoit pas le même traitement médiatique que Soral, dont il a pompé le contenu et les analyses à 70% selon moi? Donc force est de constater qu'il y a vraiment un deux poids, deux mesures dès qu'on touche à l'antisémitisme et un autre thème, le complotisme. Puisqu'on peut noter quand même qu'il n'y a pas que l'antisémitisme, il y a aussi le complotisme, puisque Jean-Marie Bigard a subi exactement le même traitement médiatique que Soral et Dieudo quand il a remis en question la thèse officielle du 11 septembre. Et en fait, ces deux sujets-là, ce sont les deux critères discriminants que la classe médiatique et politique ne pardonne pas et qui, dans les faits, on remarque que tout le reste, finalement, est pardonnable. Et donc, pour continuer, je vais revenir quand même sur deux définitions importantes. C'est déjà le complotisme. Le complotisme, en fait, c'est ce que l'on va accoler comme attribut à toutes les pensées qui vont venir défendre des thèses qui vont à l'encontre de la thèse officielle décrite par les médias et que l'on pourrait franchement, très sincèrement, assimiler au ministère de la vérité aujourd'hui. Et ce que j'appelle le système, c'est en fait l'ensemble des forces, des structures, des organisations visibles et non visibles qui va venir défendre un intérêt commun. Et par exemple, les élites financières utilisent un système qui va défendre leur intérêt commun, qui est un intérêt financier. Et ce système qu'ils utilisent ne défend absolument pas les intérêts du citoyen lambda. Et donc c'est d'ailleurs ce système que je vais appeler le système. Parce que, en fait, en vérité, il y a plusieurs systèmes. Mais ça va être ce système-là qui est le plus dominateur, on va dire, et le plus agressif dans son architecture et dans sa fourberie. Et donc, il faut comprendre qu'il existe, en fait, une élite mondialiste et financière donc qui va utiliser ce système pour défendre ses intérêts. Et ça, si ce n'est pas une réalité pour toi, je pense que tu peux d'ores et déjà arrêter ce podcast et rallumer BFM TV. Et je ne t'en veux absolument pas, mais moi, je ne reviendrai pas sur ce fondamental. En tout cas, pas dans cette vidéo. Et donc, dans le cadre de la défense de ces intérêts financiers, en fait, ce que les gens n'imaginent pas, c'est que beaucoup de principes moraux qui peuvent être communs à beaucoup de personnes n'existent plus pour eux. Et donc, pour faire très court ici, c'est parce que c'est pas forcément l'objet de cette vidéo, ce qui intéresse cette élite chez toi ou chez tous les citoyens, c'est ta force de travail et ta force de consommation. Et donc, elle va tout faire pour t'asservir en déstructurant ce que tu es et en déstructurant ce qui t'entoure. Et plus elle va favoriser tes névroses, plus tu trouveras des solutions dans la consommation, ce qui l'arrange amplement, comme tu peux l'imaginer. Donc, concrètement, ce système ne cherche pas ton bien-être, ne cherche pas à défendre tes intérêts. Et donc, le système veut livrer l'individu à ses névroses sans qu'il puisse être protégé par des structures organisationnelles universelles qui ont toujours donc existé comme l'État, la communauté, la famille, le couple. Et donc, oui, la nation et le gouvernement, d'une manière générale, est normalement une structure qui te permet d'échapper à l'agressivité et l'oppression de cette économie libérale qui est un outil de ce système. Et donc, cette nation et ce gouvernement est là normalement pour modérer et réguler. Et donc oui, le retour à l'idée de la nation française comme structure qui protège ses citoyens n'est pas du tout dans le plan de cette élite mondialiste. Et donc, il faut bien comprendre le contexte du début des années 2000, où on a vu en 2002 le FN accéder au deuxième tour des présidentielles. Et donc, il y a eu un regain nationaliste qui est contraire à l'intérêt du système pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, puisque le système souhaite détruire ce concept de nation qui protège le citoyen.
Et donc, que fait le système? Eh bien, le système, il doit canaliser certaines forces, certaines révoltes qui sont finalement légitimes. Et moi, je vous le dis en toute sincérité, car je suis un fils d'immigré qui a vécu en banlieue et qui s'est expatrié lui-même. Et en fait, quand on regarde bien, il n'y a que en France que l'on trouve bizarre que le gouvernement défende avant tout l'intérêt de ses citoyens avant l'intérêt des personnes immigrées non citoyennes. Parce que dans tous les pays du monde, finalement, l'immigration est vue comme un outil finalement de régulation économique et c'est assez clair pour tout le monde et pour l'immigré qui va dans le pays, comme j'ai pu le faire moi-même, et pour l'autochtone qui accueille l'immigré. Et je pense qu'on a tellement culpabilisé, accusé les Français de racistes ou autres qu'ils n'arrivent même plus à trouver ça logique de demander à son gouvernement de placer l'intérêt du peuple français avant les intérêts des autres nations. Et donc, le système doit canaliser ses colères légitimes, mais elle doit les canaliser de telle manière qu'elles puissent alimenter les sujets qui favorisent le système, et non pas qui le défavorisent. Donc le rôle de Zemmour et la partition qu'il a jouée pour le système, finalement, c'est de parler de tous ces sujets légitimes liés finalement à l'immigration, d'un point de vue économique et politique, auxquels il va ajouter une touche un peu particulière. Justement, c'est ça qui est d'ailleurs très vicieux, c'est qu'il va finalement, d'une certaine manière, entre guillemets, racialiser ce sujet qui est à la base économique et politique. Et quand je dis racialiser, c'est qu'il va parler de la banlieue, il va parler de l'islam, il va parler de beaucoup de choses qui vont en fait d'une certaine manière racialiser, pour faire très court, le débat. Et il faut bien rappeler quelque chose, c'est que l'immigration est avant tout un sujet politique, économique, comme je l'ai précisé tout à l'heure, et surtout que c'est les patrons de l'époque qui ont demandé l'immigration et le regroupement familial, parce que c'était un levier économique fort pour eux. Et donc, quand Zemmour attaque la banlieue ou la communauté musulmane, il sait très bien qu'il est en train de raciser un débat qui ne doit pas l'être. Et donc, il a pour but, assez conscient finalement, d'augmenter les tensions entre citoyens français, parce qu'on parle de citoyens français, entre mecs de banlieue, mecs de l'immigration, fils d'immigration, qui sont français, contre les Français, on va dire, des classes moyennes et supérieures, et les Français de souche. Et donc, c'est exactement le même process qu'il s'est passé finalement avec Jean-Marie Le Pen dans les années 80-90, c'est qu'on a racialisé le débat et les arguments politiques de Jean-Marie Le Pen à l'époque pour qu'ils soient finalement inaudibles et décrédibilisés. Et donc Zemmour vient jouer finalement ici ce rôle-là parce qu'il sait très bien finalement que beaucoup de gens se sont émancipés de cette programmation qui nous a été inculquée par SOS Racisme, et je parle bien sûr quelque chose que moi-même j'ai vécu, et qui en fait avait pour but de ne pas prendre l'immigration pour ce qu'elle était, et donc qui était avant tout un instrument politique, économique et social. Et donc ce que je veux dire, c'est qu'il fait exprès ici d'associer ces deux sujets, pour qu'inconsciemment on n'arrive pas à les dissocier finalement, et que l'on puisse toujours surfer sur cette vague de xénophobie, racisme, et qu'on agite cet épouvantail afin que l'on ne puisse pas opposer d'arguments à cette mondialisation et à cette européisation forcée. Parce qu'effectivement, le fait de racialiser ce débat va dégoûter une certaine partie de la population de ces idées de nationalisation, de souverainisme. Et la raison pour laquelle Zemmour le fait aujourd'hui, c'est que beaucoup d'autres personnes ont compris l'arnaque qu'a été SOS Racisme et justement tout ce mécanisme qui vise à ridiculiser la question économique et politique de l'immigration. Et donc beaucoup de personnes se sont émancipées de cette vision racialisée pour analyser l'immigration telle qu'elle est, c'est-à-dire comme un outil économique et politique. Et donc le premier rôle de Zemmour, c'est de mettre dans notre tête, inconsciemment ou non, que le nationalisme va de pair avec la xénophobie ou avec le racisme. Et donc il va attiser la haine parmi les citoyens français, alors même
que les mecs qui dénoncent pourraient être favorables à cet État protecteur parce que c'est justement cet État protecteur qui pourrait les protéger de cette pauvreté et de cet écart qui se creuse à cause de ce libéralisme agressif, économique et mondialiste. Et d'autre part, le deuxième rôle de Zemmour, c'est qu'il vient délimiter finalement le terrain des idées démocratiques. Ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on n'a pas le droit de dire. Zemmour représente à lui tout seul la liberté d'expression parce que, soi-disant, il ose dire des vérités quitte à déraper et dès qu'il va déraper, on va le protéger au nom de la liberté d'expression. Et donc, c'est un peu le symbole de la liberté d'expression que le système promeut. Alors que si c'était le cas, le système défendrait tous ceux qui ont été blacklistés pour avoir exprimé leur opinion et qui ont été plutôt catégorisés, comme le dirait un certain Patrick Cohen, comme des cerveaux malades. Mais en fait, non, le système décide qui a le droit de parler, qui n'a pas le droit de parler, qui on peut insulter au nom de cette fameuse liberté d'expression et qui on ne peut pas insulter au nom de cette même liberté d'expression. Et finalement, ce que nous montre cette dernière agression de Zemmour, c'est que le système décide aussi de quelles punitions médiatiques et judiciaires vont recevoir ceux qui se révoltent. Voilà, donc pour conclure et pour ne pas faire trop long, Zemmour est clairement un agent du système. Pour ceux qui en doutaient, je vous le dis, c'est clairement quelqu'un qui est placé et qui fait partie de ce grand plan et de l'architecture de l'oppression d'une certaine manière, et dont le but finalement est de dire certaines vérités économiques et politiques et sociales aussi, mais qu'il faut rappeler que beaucoup de gens ont dit déjà avant lui et qui se sont fait bannir, mais il est là aussi pour canaliser une certaine colère légitime des citoyens français envers ce mondialisme ou cet européisme, mais qui va volontairement être mixé à quelque chose de moins propre, de moins juste, qui va rappeler justement cette xénophobie, cette haine, alors qu'on pourrait dire les mêmes choses de manière assez saine et de manière assez juste. Donc Zemmour est un symbole, et la réponse du système face à son agression montre comment le système prend aussi très au sérieux ce type de comportement agressif envers ses propres agents. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast. On est ici pour devenir des leaders conscients, disruptifs et impactants. Et donc, il va falloir un peu sortir de la grille de lecture médiatique qu'on nous présente. Donc, n'hésite pas à enrichir ce sujet et le commenter avec courtoisie. Je te souhaite une bonne journée et à bientôt.